Des écoles maternelles, bilingues, Montessori. Des conférences pour les grands et pour les petits. Tu vas en avoir. Tu sais que apprendre, c'est pour savoir des choses. Bienvenue du coup à cette conférence. Moi je suis Léa Sorly, je suis co-directrice à Notre-Dame en école. Alors cette conférence elle est intitulée Des sons aux langues. C'est une conférence qui va aborder la mise en place du langage chez le jeune enfant ainsi que les spécificités de l'apprentissage de plusieurs langues simultanément. J'ai nommé les enfants bilingues, trilingues. C'est une situation très courante dans nos écoles puisque nous, à 1, 2, 3 mon école, dans chaque classe, on a toujours 2 maîtresses, une anglophone et une francophone. L'anglophone ne parle qu'en anglais avec les enfants toute la journée, la francophone qu'en français. Et à cette particularité s'ajoute un contexte très international puisqu'il y a de nombreuses familles en fait, dans nos écoles qui ont déjà 2 langues à la maison en plus du français et de l'anglais. Je prends pour exemple un petit garçon, Lucas, qui était dans notre école. Il avait une maman qui parlait en chinois, un papa qui parlait en roumain et à l'école, il apprenait le français et l'anglais. Donc c'est une grande richesse, hein, tout ce bain de langue et en même temps ça soulève de nombreuses questions dans nos familles et c'est pour cette raison qu'on a eu envie d'organiser cette conférence et donc j'ai le plaisir ce soir de recevoir notre conférencière Ion Yu. Voilà que je vais vous présenter. Alors Ion Yu, elle est linguiste phonéticienne, enseignante et chercheuse à l'UFR de linguistique de l'Université de Paris. Spécialiste de phonétique prosodie, alors je ne sais pas ce que c'est, mais elle va peut-être nous l'expliquer après, et enseignante des langues et numériques, formation FLE. Ion elle-même est une enfant bilingue, voire trilingue, puisqu'elle a appris simultanément le grec moderne, le coréen et le français, et ensuite dans sa vie d'adulte, elle a ajouté l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le japonais. Et j'ai eu la chance de rencontrer Ion dans le cadre des ateliers de philosophie qu'elle donne à 1, 2, 3 mon école. Des ateliers vraiment merveilleux dont on ne parlera pas ce soir, mais qui sont vraiment très intéressants. Donc l'idée c'est de proposer de la philosophie aux enfants dès la maternelle. Alors Ion, en quelques mots, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre travail de linguiste? Parce que c'est vrai que être linguiste, finalement, on a une idée vague de ce que c'est, mais on ne sait pas bien à quoi ça correspond. Oui, d'autant plus que finalement, il n'existe pas vraiment de métier de linguiste. Je ne peux pas mettre une plaque en disant « je suis linguiste ». La linguistique est une discipline très récente, qui a été, la linguistique moderne, elle date du XXe siècle. Et l'idée est vraiment d'aborder la langue, le langage, de manière scientifique. C'est-à-dire, alors qu'en littérature, on peut essayer de chercher par exemple les métaphores ou des styles d'écriture, on va essayer de décortiquer en linguistique chaque élément qui constitue ce qu'on appelle le langage. Donc, par exemple, moi, je suis spécialiste des sons et de la prosodie. Donc la prosodie, ça relève de la mélodie, du rythme des langues qui sont très importants puisque c'est une composante majeure des langues. Mais l'idée, c'est que donc on a ces sons qui vont se combiner pour devenir des mots, qui vont se combiner pour donner des phrases et finalement, en tant qu'adulte, mais aussi en tant qu'enfant, on construit, on produit des multitudes de phrases qu'on n'a jamais produites auparavant. Et ça, c'est aussi cette créativité qui est particulière à la langue humaine, et en y donnant du sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va aborder la linguistique vraiment de manière scientifique, tout simplement. Donc, le métier de linguiste, une approche scientifique, donc très sérieuse, qui se base sur beaucoup d'observations, d'études, et puis qui croise aussi de nombreuses sciences humaines. Alors, non seulement sciences humaines, mais aussi sciences exactes, voilà. Puisque aujourd'hui, par exemple, la linguistique, ça va être un peu la base pour tout ce qui est intelligence artificielle, notamment dans la synthèse de la parole, dans la reconnaissance de la parole. Et là, on a fait d'énormes progrès de ce point de vue-là. Tout ce qui est médical, c'est-à-dire qu'on va travailler en lien avec, par exemple, les orthophonistes,
qui travaille plus dans la rééducation du langage, mais aussi essayer de comprendre la langue vraiment sur tous ses aspects sociologiques, psychologiques. Et aujourd'hui, on a un outillage qui nous permet d'observer le langage vraiment de manière scientifique, avec notamment le fonctionnement du cerveau, l'analyse des sons d'un point de vue acoustique. Voilà, hein, c'est vraiment... on est beaucoup plus proche finalement des sciences exactes que des sciences humaines. On a beaucoup de chance de la recevoir ce soir à 1, 2, 3 Bonne École. Alors justement, donc vous êtes spécialisée sur le langage, la parole. Le langage, c'est une capacité qui a l'air naturelle chez l'être humain. Et pourtant, de toutes les espèces sur Terre, on est la seule à avoir cette possibilité. Oui, et alors on ne va pas rentrer dans le détail de l'évolution et comment le langage est apparu, parce qu'il y a plusieurs théories. Mais tout simplement, parler n'est rien de naturel en fait. Parce qu'on va utiliser des mécanismes physiologiques autres qui ont été mis en place pour d'autres systèmes vitaux, comme la respiration, la déglutition, la nutrition. Mais parler n'est pas quelque chose de vital. Même si aujourd'hui on peut imaginer ne pas pouvoir vivre sans parler, ce n'est pas quelque chose de vital. Et c'est vraiment une adaptation de ce qu'on appelle le larynx. Donc le larynx, il contient ce qu'on appelle les cordes vocales qui... on peut lui attribuer le rôle de phonation, mais c'est pas du tout quelque chose qui est... on n'est pas a priori né pour parler. Et vous me disiez tout à l'heure que justement le nouveau-né, en fait, il n'a pas la capacité en fait, physiologique de parler, puisqu'en fait, il n'est pas prêt en fait. Exactement, hein, je ne sais plus, je crois qu'il y a un dessin animé Baby Boss où l'enfant il sort et voilà, il parle. Non, ce n'est pas du tout possible, tout simplement parce que le nourrisson a le larynx qui est positionné beaucoup plus en hauteur par rapport à l'adulte. Les études scientifiques montrent par exemple que le larynx du nourrisson se situe à la même position que le chimpanzé. Et ce n'est qu'au moment du redressement, c'est-à-dire du moment qu'on tient debout, que le larynx va s'abaisser et va permettre justement de stabiliser et de permettre la mise en place de la phonation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le nourrisson, le fait que le larynx soit en position haute lui permet de bien se nourrir et de bien définir par où il respire et par où il va donc s'alimenter. Et ce n'est que plus tard, c'est-à-dire avoir cette position debout, nous permet d'avoir un contrôle du larynx. Et on ne parle pas du fait qu'aussi, il y a d'un point de vue cognitif, il y a eu tout un développement qui fait que le langage se met en place. Parce que en fait, on comprend du coup que la posture debout, en fait, peut-être a engendré la possibilité de parler. C'est fort probable. C'est fort probable, c'est une hypothèse en tout cas. Et vous me disiez aussi tout à l'heure que le fait de parler aussi, il y a eu une évolution au cours des siècles, puisqu'en fait le cerveau finalement, avec le langage, a aussi eu une répercussion sur l'aspect physiologique de l'être humain, où il y a eu quand même quelques modifications en fait sur des siècles de langage. Oui, et donc finalement, moi je voudrais dire, on pourrait dire que parler c'est une adaptation, hein, c'est-à-dire finalement dans l'évolution, on a adapté la manière de parler donc, à ces systèmes vitaux existants, ne serait-ce que pour la respiration. Hein, quand vous respirez normalement, on a un temps d'inspiration et un temps d'expiration qui sont à peu près identiques. Là, dans la conversation, vous voyez que mon temps d'expiration, il est beaucoup plus long. Voilà, un autre sujet, c'est du coup le bébé. Quand on est enceinte ou même après quand on a un nouveau-né, très naturellement, on va parler en fait à notre enfant. Ça vient vraiment très facilement. On va lui parler comme s'il pouvait comprendre. En tout cas, on fait comme si lui ne parle pas encore puisqu'il n'en a pas la possibilité, comme vous avez précisé. Ça, on le voit bien. Mais du coup, qu'est-ce que le nouveau-né, qu'est-ce que l'enfant perçoit? Alors, beaucoup de choses, hein, et beaucoup de choses dès que l'oreille est formée dans l'utérus. Hein, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que tout le langage qu'il perçoit pendant la grossesse a un impact très important, puisqu'on a par exemple testé des enfants à la naissance, à l'âge de 4 jours,
et avec donc des méthodes de succion de tétine, on arrive à mesurer à quel point ils sont familiers, par exemple, à la prosodie, à l'intonation de sa langue maternelle. Et à 4 jours, un bébé sait différencier sa langue maternelle par rapport à d'autres langues. Donc, on fait bien de parler à nos bébés, c'est très important. Et les nouveau-nés, ils détectent en fait très vite en fait leur langue maternelle des autres langues. C'est assez incroyable. Très rapidement, c'est-à-dire que quand le bébé grandit, par exemple à l'âge de 2, 3 semaines, 4 semaines, on voit qu'il arrive par exemple à détecter des sons de sa langue maternelle par rapport à des sons qui ne sont pas connus. Alors quand je dis détecter, c'est-à-dire qu'il y a une affinité beaucoup plus forte avec les sons qu'il connaît par rapport à des nouveaux sons. Imaginez il y a un enfant français, il va être familier avec les peu, be ou les re du français, alors que si on lui fait écouter des sons éjectifs qui sont produits différemment, là son intention va être beaucoup plus vive parce qu'il va se dire tiens, ça c'est un son que je ne connais pas. Et donc on a des méthodes aujourd'hui dans les sciences cognitives, par exemple de tourner sa tête ou de succion pour essayer de mesurer à quel point il a une affinité ou pas avec ces sons, avec cette mélodie. D'accord. Est-ce qu'il y a du coup des grandes... Vous pouvez nous décrire un petit peu les grandes étapes de l'acquisition du langage, du coup de nouveau-né jusqu'à, je sais pas, parce que nous c'est peut-être 4-5 ans, peut-être, je ne sais pas. Alors, de toute façon, on dit qu'à 3 ans, l'enfant, il a acquis tout le système, c'est-à-dire cette faculté du langage, c'est quelque chose qui se met en place. Alors, c'est bien sûr une moyenne, mais à 3 ans, c'est quelque chose qu'il a acquis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acquisition, il y a 2 facettes. Il y a à la fois la perception, où je vous disais que ça se passe déjà dans l'utérus, et ce qui va se poursuivre tout au long, bien sûr, de son développement, mais à un moment donné, il va quand même devenir sourd. C'est-à-dire que cette capacité à différencier tous les sons des différentes langues va s'amenuiser justement quand il va commencer à avoir ses premiers mots. C'est comme si le fait de produire ses premiers mots autour d'un an va faire qu'il va rentrer dans un système phonologique qui sera propre à sa ou ses langues. Et donc on comprend en fait que jusqu'à 1 an, l'enfant a une capacité en fait de différenciation des sons qui est très grande. Et après, à partir de 10 mois ou de 1 an, il va y avoir une spécialisation en fait dans un système de langue ou dans 2 systèmes de langue, puisque souvent, ça arrive que les enfants apprennent plusieurs langues en même temps. C'est ça, c'est exactement ça. Et en même temps, même en termes de production, il va y avoir quand même une différenciation. Donc par exemple, dans ces différentes étapes, jusqu'à l'âge de 4 mois, on est sur des sons archaïques, sur des pleurs, sur des sons qui vont se passer au fond de la gorge. Alors que... je ne sais pas si j'arrive... Non, c'est le son du... D'accord. Alors que... vers l'âge de 6 mois, va se mettre en place ce qu'on appelle le babillage. Le babillage, c'est cette suite de consonnes voyelles, et ba, 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 ta, 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 donc les premières productions de nos bébés. Et ce babillage-là, il va être déjà différencié, c'est-à-dire que selon sa langue maternelle, selon ses langues maternelles, le babillage sera différent. Un enfant chinois qui a ce qu'on appelle une langue à ton, c'est-à-dire que chaque syllabe varie à une mélodie différente, ce qu'on n'a pas en français, aura déjà les tons sur son babillage. Un bébé, par exemple, anglais, qui aura tendance, par exemple, à différencier des syllabes accentuées et non accentuées, aura déjà cette accentuation, donc fera ta 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 ta, et on entendra un peu cette mélodie. Donc déjà, dans le babillage, du coup, il y a déjà une gamme de sons qui se crée. À ce moment-là, il est en train de faire son répertoire de sons. Exactement. Et par exemple, il y a des études qu'on a pu faire
avec du babillage des bébés qui montrent que un adulte arrive à reconnaître la langue maternelle du babillage de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a déjà des informations prosodiques justement qui permettent de différencier les sons. Donc l'enfant n'a pas encore son inventaire phonologique, mais il a déjà, la production est en marche. On nous dit au Vietnam 12 tons. Vous voyez à quel point donc cette idée des tons, par exemple en vietnamien ou en chinois, c'est que par exemple sur la bon, je ne connais pas du tout ces langues, mais par exemple sur la même syllabe ma, le fait de dire ma, c'est des sens différents. Alors que nous, c'est juste des intonations qui changent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Il y a un vrai miracle en fait de la mise en place du langage chez les enfants. Et c'est vrai qu'on voit du coup, on repasse dans ces apprentissages avec eux et on voit toute la construction en fait avec eux par étapes de ces sons, des premiers mots, des premières phrases. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au fait, l'enfant, il acquiert son inventaire phonologique, c'est-à-dire les sons de ses langues maternelles. À quel âge, à votre avis? Alors là, je ne sais pas. Je botte en touche. Ouais. Vers 7-8 ans. C'est-à-dire que s'il y a un retard de langage, par exemple, des sons qui sont mal prononcés, des osotements, souvent, donc les premiers sons qu'on acquiert, c'est les bilabiales, comme be, pe, me. Et les dernières qu'on va acquérir, c'est des sons comme ch ou feu, donc ce qu'on appelle les fricatifs sont des sons qui sont assez difficiles. Et ces sons-là, parfois, dans la mise en place, un enfant peut parfois mettre 7 ans pour les acquérir. Donc si par exemple à 4 ans, il n'y a pas encore tous ces sons, ce n'est pas forcément grave, je veux dire, ce n'est pas forcément un retard. Ah, j'ai une remarque, le son des animaux n'est pas le même en fonction des langues, jamais compris pourquoi. Alors, ça répond justement au fait que chaque langue a un système phonologique, donc un répertoire, un inventaire de sons qui lui est propre. Ce qui fait que, par exemple, vous prenez le japonais. Le japonais n'a que 5 voyelles, alors qu'en français, je ne sais pas à combien vous situez le nombre de voyelles, parce que quand je pose cette question, on me dit toujours qu'on en a 5, parce qu'on apprend que la graphie, on a A, E, I, O, U, mais en réalité, en termes de son en français, on arrive à 17 voyelles. D'accord. Donc vous voyez que la perception, c'est-à-dire que je vais prendre cet exemple des animaux de son, vous entendez un chien qui aboie. Hein. Ce qu'on va retrouver souvent, c'est des sons qui sont similaires. Par exemple, dans ce qu'on appelle les onomatopées, c'est-à-dire la transcription d'un son qui existe dans un mot de la langue, on va par exemple retrouver le A. Par exemple dans waf, ou je ne sais plus, en français on dit waf. Oui, le chien, bien waf, sûr, on fait waf waf. D'ailleurs, ouais. C'est toujours rigolo de voir selon les cultures comment on fait le son des animaux. Exactement. Et au fait, il va y avoir une adaptation en fonction justement de son répertoire, en fonction de la voyelle qui va être dominante. Donc là, je voyais les exemples par rapport à cocorico, mais en allemand, je crois que la voyelle, ça ne sera pas un O, mais ça sera un I, donc ça fait kikiriki ou quelque chose de ce type-là. Hein. Et en anglais, on a un nom qui est complètement différent, mais qui renvoie aussi un peu aux différences qu'on peut avoir des consonnes et des voyelles de chacune des langues. Donc de grandes différences dans les sons, et en même temps vous me disiez qu'il y a aussi des structures communes à toutes les langues et que finalement dans les étapes d'acquisition du langage chez l'enfant, on retrouve la même construction, quel que soit, avec des moments vraiment qui sont les mêmes. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tout à l'heure quand on a parlé du babillage, les enfants, où qu'ils se trouvent dans le monde, ils babillent à peu près au même moment. Les premiers mots, ils apparaissent à peu près au même moment, autour de 1 an, et ça sera toujours les sons pe, be, me, avec la voyelle A.
Donc c'est vraiment ces sons-là qui vont apparaître et les sons qui sont les plus difficiles à acquérir, bah, ça sera aussi les mêmes pour toutes les langues. Donc on comprend qu'il y a vraiment une grande diversité et puis en même temps il y a une universalité aussi de la mise en place du langage. Et du coup, une question un peu spécifique sur les enfants bilingues ou même trilingues. Est-ce que l'apprentissage du langage, il se fait de la même façon, par exemple, notamment sur votre approche scientifique, notamment sur le cerveau, par exemple? Comment est-ce qu'on note des choses particulières? Alors, il y a, donc là, c'est vraiment le travail sur le bilinguisme est quelque chose qui est en plein essor. Et il y a pas mal d'études, notamment au Canada, où ils essaient de cartographier le fonctionnement. Donc, par exemple, est-ce que quand vous êtes bilingue, il y a des zones du cerveau qui sont utilisées de manière différente selon la langue qu'on parle et ils arrivent à montrer que oui, on n'a pas forcément les mêmes zones de cerveau qui s'activent lorsqu'on parle la langue A ou la langue B. En même temps, le terme bilinguisme, il est vraiment très très vaste. C'est-à-dire on va essayer de le préciser. Il faut vraiment... quand on parle de bilinguisme, c'est un terme très général, c'est-à-dire c'est toute personne qui a accès pendant son acquisition à 2 ou plusieurs langues en même temps. Mais c'est un bilinguisme qui peut être ce qu'on appelle simultané. Donc c'est le cas par exemple de 2 parents où chacun va parler une langue différente à son enfant. Mais ça peut être aussi ce que vous avez ici à l'école, c'est-à-dire un enfant qui est exposé à une seconde langue qui n'est pas du tout parlée chez lui, mais cette exposition va faire qu'il va y avoir un bilinguisme successif, c'est-à-dire il va d'abord y avoir la mise en place de sa langue maternelle et ensuite la mise en place de sa langue seconde. Ça a été mon cas par exemple, c'est-à-dire que moi je suis d'origine coréenne, le coréen est ma langue maternelle, mes 2 parents m'ont toujours parlé coréen, j'ai grandi en Grèce. Donc le grec s'est introduit comme une langue seconde que j'ai acquise mais tard, à l'âge de 4 ans. Et le français est arrivé encore plus tardivement puisque je l'ai apprise en rentrant dans une école française. Du coup, il y a des cerveaux bilingues. Est-ce que quand un enfant est exposé à une quantité de langues équivalente, est-ce qu'il y a un cerveau ou est-ce qu'il y a une façon de passer d'une langue à l'autre qui est différente de quand on apprend les langues après en fait? Alors, il y a plusieurs théories. Il y a une théorie qui pense qu'on va développer pour chaque langue un système qui est complètement à part, mais qui est de plus en plus abandonné aujourd'hui avec l'idée que peut-être que c'est vrai, mais qu'il y a beaucoup d'interactions, ce qui fait qu'au niveau cérébral, au fait, on va retrouver des zones d'activation différentes. Donc on voit que c'est un sujet de recherche très actuel, du coup, l'apprentissage des langues en simultané. Après, on a une idée un peu préconçue selon laquelle ne pas parler sa langue maternelle à son enfant, par exemple, admettons que moi je parle couramment l'anglais très très bien, je l'utilise dans mon travail, mais c'est pas ma langue maternelle parce que moi je suis française, mais je décide de parler en anglais avec mon enfant pour lui donner une chance de le parler mieux ou plus tard. Voilà. Il y a cette idée un petit peu que de ne pas parler dans sa langue maternelle à son enfant, ce n'est pas forcément une chose positive, parce que l'enfant va sentir quand même que les sons sont pas vraiment ajustés. Ça dépend vraiment de la maîtrise de cette langue, c'est-à-dire que lorsqu'on a un niveau, une maîtrise quasi bilingue et que le système phonologique, on peut passer d'un système... phonologique à un autre, pourquoi pas, mais un bébé, un enfant, il sait très bien quelle est la langue de la personne qui lui parle, c'est-à-dire si par exemple il a une mère française et un père italien, il saura que sa mère parle français et son père italien. Du coup, s'il y a une 3e langue qui est introduite, parfois il peut arriver qu'il y a une perte de repère. C'est-à-dire que par rapport à l'inventaire phonologique qu'il peut connaître en disant tiens, quand je vais à l'école, je rencontre telle personne qui me parle en anglais, qui a cet inventaire-là, ça peut rentrer un peu en conflit
avec un inventaire phonologique qui ne correspond pas exactement Donc, à celui qu'il pour faut. parler une langue à son enfant, voilà, dans le quotidien, si c'est pas sa langue, il faut vraiment, c'est une autre langue, il faut vraiment qu'il y ait une maîtrise presque au même niveau que sa langue maternelle. Sinon, finalement, l'effet est plutôt le contraire de l'effet voulu Et avec parfois, son il peut enfant. même y avoir des blocages. Hein. Donc là, je ne rentre pas dans le sujet parce que c'est plus les psychologues qui peuvent répondre à ce sujet-là. Mais quand l'enfant est face à une perte de repère, il peut y avoir aussi un blocage en se disant non, je ne veux pas apprendre cette langue. D'accord. On voit qu'il y a une question, on nous dit plus on est petit, plus c'est facile d'apprendre. Oui. Alors, tout simplement parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'à 1 an, l'enfant, il peut a priori percevoir toutes Tous les les sons. différences. Et donc, ça veut dire aussi que pendant cette période-là, mais aussi plus tard, plus il va entendre des différents sons, ça va rentrer dans un inventaire de possibles. Alors que s'il entend que par exemple une seule langue, en fait il va y avoir juste l'inventaire de cette langue qui va lui servir de classification. Il y a une fenêtre d'apprentissage en termes d'âge qui est plutôt propice en fait pour l'apprentissage des langues. On dit, donc ça c'est vraiment quelqu'un qui s'appelle, un linguiste qui s'appelle Noam Chomsky qui a mis ça, qui l'a beaucoup théorisé dans les années 60, que l'âge critique c'est 11 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 11 ans, alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais à partir de 11 ans, un apprentissage d'une langue ne peut pas égaler un apprentissage natif. Hein. Ce qui est important de retenir quand même, c'est que ce voyage, cet apprentissage, enfin cette acquisition des sons est quelque chose qui est complètement naturel. Que l'enfant soit monolingue, bilingue, trilingue ou quadrilingue. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de langues auxquelles l'enfant est exposé, l'information, c'est-à-dire il a une plasticité cérébrale tellement forte que cette information-là, il est capable de l'absorber et capable de le définir. Bien sûr, s'il n'y a pas de trouble de langage derrière. Là, vous nous disiez sur les langues qu'on apprend en même temps. Par exemple, moi je reprends l'exemple de ce petit garçon, Lucas, qui avait le chinois, le roumain, l'anglais et le français. Et il avait une grande maîtrise de ces 4 langues. Et moi, je me disais, mais ces langues sont très très loin les unes des autres, ça doit être très compliqué pour lui. Et en fait, vous me disiez qu'au contraire... Oui, au fait, les études récentes montrent que plus une langue est éloignée, au final, c'est beaucoup plus facile de les acquérir en même temps que lorsqu'elles sont proches. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple. Vous prenez le son peu. Le son peu, donc c'est un son qui est bilabial, qu'on trouve dans quasiment toutes les langues. En français, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'explosion. C'est-à-dire quand on fait pas, on a juste le peu va être suivi de la voyelle A. Alors qu'en anglais, il y a en début de mot, quand on fait pas, on a un peu d'air entre le peu et le a. Et par exemple, c'est une différenciation que très rapidement, si les langues sont proches, l'enfant va les amalgamer comme un seul son. Alors que quand c'est des sons qui sont très éloignés, il va juste dire c'est 2 sons éloignés, donc je peux les acquérir tous les 2. Alors que lorsqu'ils sont proches, il va dire ah tiens, ce son il est proche, donc je vais faire comme si c'était le son que je connais. Donc finalement, c'est plus facile d'apprendre le coréen et l'espagnol que d'apprendre l'espagnol et l'italien finalement ensemble. Oui, tout à fait. Et nous, c'est le cas dans nos écoles. Ça nous est arrivé d'avoir des enfants italiens, par exemple, qui parlaient italien et de venir les voir pour leur dire est-ce que vous pouvez parler en italien à d'autres copains qui ne savent pas encore parler français. Et les enfants, ça nous est arrivé, ont refusé de parler dans leur langue. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est fréquent, c'est-à-dire que justement l'italien et le français partagent énormément de points communs. Alors, un peu dans les sons, moins dans l'intonation, mais dans les sons, on a vraiment beaucoup de points communs. Et finalement, c'est des langues qui sont facilement en conflit. C'est-à-dire un enfant qui est en train d'acquérir les 2 langues, il peut se trouver dans cette situation où... ça dépend aussi beaucoup de l'affectif qu'on peut avoir, mais il y a des facteurs qui
qui peuvent faire qu'on refuse une langue. Mais généralement, ça se remet en place. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de trouble de langage, vers l'âge de 4-5 ans, c'est des choses qui se remettent en place. Donc on comprend que c'est quelque chose que les enfants dépassent, en fait, voilà, à un certain âge, 4-5 ans. Du coup, il n'y a plus de conflit de langue. Chaque langue est rangée dans son espace, mais avant, il peut y avoir un petit moment comme ça, un peu délicat. Nous, dans nos écoles, on a des enfants qui sont exposés à l'anglais uniquement à l'école. C'est-à-dire que on a tous les cas de figure, hein, parce qu'on a des familles aussi où on parle en anglais, en espagnol et plein de langues, mais il y a des enfants pour qui l'anglais est vraiment qui est pratiqué qu'à l'école. On a souvent des questions des familles qui nous demandent, mais si mon enfant, voilà, il fait 4 ans chez vous, nous, parce que du coup l'anglais c'est toute la journée, puisqu'il y a toujours une maîtresse qui parle en anglais, puis l'autre qui est en français dans le quotidien. Est-ce qu'il va quand même rester une empreinte, une trace de cette langue? Par exemple, si l'enfant, après, pendant quelques années, jusqu'au collège, par exemple, il ne refait pas de l'anglais, est-ce qu'il reste quand même quelque chose de cette exposition de la langue? Bien sûr, parce que c'est vraiment l'exposition qu'il va avoir va enrichir son système phonologique. C'est-à-dire que tous ces sons qu'il va entendre vont faire partie de son répertoire, même si au début, il ne saura pas très bien le classifier parce qu'il ne va pas le parler couramment. Et ça veut dire que ça va rester, et comme ça peut se perdre, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, on peut être bilingue à un moment donné et perdre sa langue. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est des enfants qui sont exposés à la langue sans passer par l'écrit. Parce que nous, en tant qu'adultes, souvent, on a tendance à comparer notre propre expérience de l'apprentissage. Hein, je ne parle pas d'acquisition, parce que là, cette fois-ci, on est dans l'apprentissage d'une langue étrangère, mais qui souvent, et c'est le cas malheureusement dans les écoles primaires ou au collège, vont passer par le biais de l'écrit. Et là, l'apprentissage, on n'est plus du tout dans ce même mécanisme de je perçois et pour produire. Là, c'est je lis pour produire. Donc, on n'est pas du tout dans le même mécanisme. Oui, en fait, finalement, il n'y a pas la perception en premier et ensuite la maîtrise et la structuration, mais il y a d'abord la structure qu'on nous donne sans finalement avoir en premier la perception des sons et le répertoire des sons en premier lieu, qui est plus favorable, en fait, pour l'apprentissage d'une langue. Oui, et ça, vous avez dû, j'imagine, le vivre en tant que parent, mais par exemple, un enfant à 2 ans, il a un répertoire de 50 mots. En production. 50 mots à 2 ans en moyenne. Ouais, on peut se dire c'est pas beaucoup. Mais en perception, il est déjà à 1000-2000 mots. Oui, parce qu'il a son répertoire de sons qu'il n'a pas encore architecturé dans des mots, dans des phrases. Il teste, c'est-à-dire qu'un enfant, c'est vraiment un linguiste. À un moment donné, il va tester les règles. Par exemple, il va entendre le passé composé. Il va entendre il m'a rendu son livre. Et c'est très fréquent d'entendre un enfant dire il m'a prendu ce livre. Et le prendu, c'est juste qu'il a appliqué les règles de la linguistique. Il s'est dit tiens, rendu, ça se termine par U. Il a fait prendu. Je vais prendre la même chose et je vais l'appliquer sur le. Je vois qu'il y a encore une question de Franck qui dit comment on fait pour arriver à s'imprégner d'une langue, c'est-à-dire à pouvoir parler d'une langue sans passer par sa langue principale? Alors, encore une fois, je pense que c'est une réflexion qu'on a qu'en tant qu'adulte, mais un enfant, par exemple, bilingue, a priori, gère ces 2 langues. Il ne passe pas par la langue principale, simultanément, il va passer d'une langue à l'autre. Ça dépend. Ça dépend. Mais s'il y a vraiment un bilinguisme avec une quantité de langues, une exposition égale, là, il peut comme ça passer d'une langue à l'autre. C'est ce qu'on a vraiment le bilinguisme le plus équilibré. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a donc, ce qu'on appelle un bilinguisme simultané, où il a une exposition aux 2 langues, alors comment on évalue cette exposition, c'est très difficile, mais c'est qu'on a une exposition vraiment quasi identique des 2 langues. Au fait, je ne pense pas qu'il y a une traduction d'une langue à une autre. C'est-à-dire que le cerveau envoie des signaux dans une langue ou dans une autre. C'est souvent une question qu'on pose, par exemple, dans quelle langue rêvent les bilingues. Oui. Moi, on me pose cette question-là, mais je ne sais pas. Mais par contre, en tant que bilingue, on peut avoir des lacunes. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, notamment en termes lexicales, on peut, par exemple, manquer
un certain nombre de mots parce qu'on ne l'a jamais pratiqué dans sa langue. Est-ce que, par exemple, quand les enfants apprennent 2 langues simultanément, ça peut arriver qu'ils aient moins de vocabulaire parce qu'ils doivent doubler, traduire les mots ou... Alors, les études qui sont faites sur les bilingues montrent qu'il peut y avoir des légers retards. Alors, encore une fois, les scientifiques ne sont pas d'accord avec ça. C'est souvent qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand on est bilingue, ils disent, parfois il peut y avoir une accélération. C'est-à-dire que le fait d'avoir à traiter 2 langues en même temps va faire que les 2 langues vont être acquises plus rapidement. C'est une grande gymnastique. On comprend Exactement. que c'est beaucoup d'efforts en fait de la part du cerveau, certainement, cet apprentissage intensif des langues. Oui. Ou alors, ça peut être négatif, c'est-à-dire que parfois, le fait d'avoir à gérer ces 2 langues-là, il peut arriver que l'acquisition soit un peu plus tardive. Parce que, comme vous le disiez, c'est une gymnastique, ils doivent arriver à jongler entre les 2. Donc ensuite, il y a bien sûr le cerveau qui rentre en jeu. Et selon la plasticité du cerveau, il va y avoir plus ou moins une acquisition qui est rapide. Mais on pense au fait qu'il y a quand même une langue dominante à un moment donné. C'est-à-dire qu'entre les 2 langues, même s'il y a une même exposition, un enfant bilingue sera plus à l'aise dans une langue que dans une autre. Et peut-être aussi c'est une question de contexte. Oui, bien sûr. Et l'affectif. L'affectif peut jouer énormément, mais par exemple, le fait, si vous avez un bilinguisme qui est non simultané mais successif, parce que c'est des parents qui arrivent en France, donc par exemple, imaginez 2 parents qui parlent une langue à leur enfant, mais que l'enfant vit dans un pays où, enfin voilà, imaginez deux parents italiens qui vivent en France. Là, ils vont se retrouver, l'enfant, il peut être mal à l'aise de voir ces 2 langues évoluer en même temps. Donc, il peut y avoir des langues dominantes, mais qui peut changer. Alors là, mais du coup, est-ce qu'on peut parler de bilinguisme que lorsqu'on est exposé enfant? Alors, on peut arriver à un bilinguisme, ce qu'on appelle un bilinguisme tardif. On a aussi le terme de langue d'héritage, c'est-à-dire, c'est le cas, c'est un peu mon cas aussi, c'est quand les parents ils parlent une langue 1 et qu'on vit dans un pays avec une langue 2. Et que cette langue 2, finalement, devient aussi une langue qu'on peut acquérir tardivement. Mais c'est plus difficile, non? C'est plus difficile et je pense que malgré tout, il y a des traces. C'est-à-dire des traces, soit en termes d'accent. Moi, je sais, par exemple, je fais beaucoup de fautes syntaxiques, donc, qui ne sont pas forcément bien, enfin, qui ne sont pas toujours perçues, mais je sais que j'ai cette lacune-là. Bien qu'aujourd'hui le français soit ma langue dominante puisque c'est la langue que je parle à mes enfants. Mais il y a une trace quand même. Oui. Mais il y a quand même une trace. Nous, dans les écoles, on a fait le choix du coup d'identifier une langue à une personne. J'entends que la maîtresse anglophone ne parle qu'en anglais, c'est-à-dire que l'enfant va identifier l'anglais à cette maîtresse-là et la francophone en français, donc l'enfant va identifier le français à l'autre maîtresse. Moi, c'est le choix aussi dans ma vie privée puisque mon mari est italien, du coup il ne parle qu'en italien avec notre fille et moi je ne lui parle qu'en français. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? C'est le meilleur choix, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, l'enfant identifie la langue aux parents, c'est-à-dire il sait, même s'il ne sait pas encore s'exprimer, il sait qu'un parent parle la langue 1 et l'autre parent parle l'autre langue. Et c'est des repères. C'est-à-dire que pour lui, c'est une manière de savoir qu'il va y avoir un répertoire de sons, de mots qui va être utilisé avec une personne et un répertoire qui sera utilisé avec lui. Je vois. Ah, alors je vois une autre question de Sanja. Est-il préférable de parler une langue à la maison et l'autre à l'extérieur? Pas forcément, c'est-à-dire que du moment que l'enfant arrive à identifier la situation, c'est-à-dire qu'à la maison, il peut y avoir 2, 3 langues. Je connais des situations où le papa parle une langue, la maman parle une autre langue et il y a une nounou qui parle une 3e langue.
mais l'enfant est tout à fait capable de différencier chaque personne a la langue, et à l'extérieur, il y a une quatrième langue qui s'installe. Donc, on n'a pas forcément besoin d'instaurer des règles, mais il faut que ça soit des repères, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon avis, changer tout d'un coup. Mais on sait que l'enfant il a besoin d'un cadre, parce que du coup s'il n'arrive pas, déjà que c'est compliqué compliqué et riche, mais d'avoir plusieurs langues, au moins qu'il puisse se structurer en sachant que tel parent parle telle langue et tel autre parent parle telle langue. Comme ça il arrive au moins à avoir des repères. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants sont uniques, et quelque part, alors pour différents facteurs, ça peut être, comme je vous disais, l'exposition, mais ça peut être aussi une question affective. Pour différentes raisons, il peut par lui-même choisir quelle sera sa langue dominante. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on va imposer à l'enfant, c'est pas parce que on va dire tu parleras telle langue qu'il va la parler, c'est-à-dire qu'il peut faire le choix de dire bah non, moi ma langue dominante ça sera le français, mais ça peut changer. Mais ça peut changer, il y a une flexibilité. Alors je vois d'autres questions. Une question, c'est quoi le premier mot qui sort de la bouche d'un bébé généralement? Alors, généralement, en fait, je sais pas. Alors, c'est compliqué parce que la première syllabe qu'un bébé va réaliser, ça sera papa, papa, maman, maman, tata. Souvent papa, papa. Hein. Et donc, il peut arriver que le premier mot soit maman, papa. Ouais. Mais alors, on a tendance à dire oui, il m'a appelé maman ou. Mais en fait, c'est qu'il fait sa gamme de sons. Exactement. Il fait sa gamme de sons. Il n'est pas en train de nous dire papa ou maman. Il est en train de faire sa gamme de sons. Et ces sons, du coup, papa, ma maman, on les retrouve dans toutes les langues. Dans la plupart des langues. C'est-à-dire que dans la plupart des langues, on va retrouver cette même voyelle, on va retrouver des bilabiales. Alors, il peut y avoir des variantes, bien sûr, mais c'est des sons qui sont assez fréquents. Alors, je vois une autre remarque. Nos enfants utilisent 3 langues, anglais, français et arabe. Nous avons évité de leur compliquer la vie avec l'arabe et pourtant, ils sont demandeurs. Ouais. Mais au fait, souvent, en tant que parents, on est débordé. Et donc on se dit, on se crée notre propre théorie en nous disant non, il ne va pas réussir à suivre, il faut qu'il apprenne le français, etc. Or, en fait, en réalité, ils sont capables. Et par exemple, dans des maisons, je sais par exemple dans des communautés coréennes qui vivent aux États-Unis, parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ces communautés, les parents parlent entre coréens. Et l'enfant parle anglais et ils parlent un mauvais anglais avec leurs parents, enfin avec leurs enfants. Et du coup, ces enfants-là, au fait, ils ne deviennent pas bilingues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit que et pourtant ils comprennent, c'est-à-dire ils arrivent à comprendre les discussions entre les parents, mais la production sera difficile. Après, pour le papa, du coup, pour la question de l'arabe, finalement, ce que vous disiez en début de conférence, c'est que finalement, l'arabe est peut-être une langue assez éloignée du français et de l'anglais, et que finalement ce serait peut-être s'il n'y a pas de conflit finalement pour l'apprendre, ça serait peut-être même plus facile que le français et l'anglais, quoi, ça c'est assez loin, mais c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée, surtout s'ils sont demandeurs, parce que ça veut dire qu'il y a une curiosité aussi. Je crois que vous parliez de la langue ancêtre, ou je sais plus ce que héritage, la langue héritage. Mais alors, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde, la plupart des enfants sont bilingues, trilingues. Oui, c'est-à-dire le fait d'être monolingue, c'est quelque chose qui est atypique. Hein. Si vous prenez par exemple dans beaucoup de pays, que ce soit par exemple en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud, les gens, ils naissent avec plusieurs langues à manier. Par exemple, là, dans la question de la langue héritage, j'aime bien ce terme, l'idée qu'en fait, la langue héritage, c'est-à-dire qui vient de notre culture. Par exemple, pour le monsieur, certainement qu'il y a une partie de sa famille, en fait, qui parle arabe, et que donc les enfants, en fait, l'arabe, c'est aussi finalement, c'est pas qu'une langue, c'est aussi l'accès à un monde, à une culture, à leurs grands-parents, à tout un écosystème, en fait, où ils sont demandeurs, finalement, de connaître leur identité. C'est ça. Et on fait vraiment la différenciation entre la faculté du langage que nous avons, que tous les humains partagent, et la langue qui est un produit
de la culture, de l'histoire, de tout un tas de phénomènes parfois extérieurs à juste la faculté de la langue. Et effectivement, hein, je voyais une remarque sur le fait que certains concepts sont propres à des langues. Vous prenez par exemple le blanc. Dans la langue inuite Ah oui, il y a une centaine de mots pour décrire le blanc. Exactement, alors que... Et vous prenez par exemple en français, alors parfois il y a des lacunes qu'on appelle sémantiques, on ne sait pas pourquoi, mais si on dit par exemple en anglais le contraire de deep, quelque chose qui est profond, c'est shallow, comment vous le traduiriez en français? C'est-à-dire qu'on comprend que le langage finalement crée aussi des concepts et des choses qui n'existent que dans certaines langues. Alors ça rentre dans... Là, on rentre dans de la philosophie. Oui. Hein. On imagine que les concepts sont là. Après, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'il peut y avoir des spécificités par rapport à l'histoire. Par exemple, on va retrouver... et aussi par rapport à la sociologie. Vous prenez par exemple le vouvoiement et le tutoiement. Au Québec, on part sur le principe du tutoiement parce qu'ils sont proches de l'anglais. En France, on est plus sur le vouvoiement. Dans d'autres langues, comme en japonais ou en coréen, où on a des niveaux hiérarchiques de 7 à 8 niveaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des langages différents selon la personne à qui on s'adresse. Donc oui, l'apprentissage des langues, il y a un côté technique, mais après il y a vraiment tout un monde qui s'ouvre. D'ailleurs, quand on apprend une nouvelle langue, il y a un moment d'excitation énorme parce qu'on sent dans son cerveau et dans son esprit en fait qu'il y a des grands espaces qui s'ouvrent avec des mots et des concepts et des images finalement qui agrandissent notre perception du monde. C'est ça. Alors, je vois une autre remarque, on dit mais c'est différent si nos parents parlent deux langues différentes. Donc ça veut dire finalement si nos parents parlent deux langues différentes, du coup pour les enfants il y a une complexité encore ajoutée. Oui. Mais encore une fois c'est certainement de la part des enfants, si les enfants sont demandeurs, voilà. Moi par exemple j'ai un échec par rapport au bilinguisme de mes enfants. Hein, c'est-à-dire c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, mais c'est plus... à cause de moi qu'à cause des enfants. Oui, vous avez essayé de leur parler en coréen peut-être? C'est ça, c'est-à-dire que je voulais qu'ils parlent coréen, mais je trouvais à un moment donné très difficile à gérer le fait que je doive m'adresser en français à mon compagnon et en coréen à mes enfants, et j'avais l'impression que ça créait... Oui, parce que votre compagnon peut-être ne comprend pas le coréen. Exactement. Donc ça veut dire que vous parlez à vos enfants dans une langue et votre compagnon en fait ne comprend pas la langue que vous parlez à vos enfants. Ça aussi, ça peut générer certainement... une situation un peu particulière en famille. Mais je pense que si j'avais persévéré, mes enfants seraient meilleurs locuteurs de coréen qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, il y a une langue qui est parlée dans le pays et que la langue qui est parlée à la maison est différente, mais, parce qu'il y a justement différents types de bilinguisme. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, si on fait le comptage de bilingues et de monolingues, il y a plus de bilingues dans le monde que de monolingues. Avec bien sûr l'idée que le bilinguisme, le terme de bilinguisme est un terme qui est très, très vaste. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, moi j'ai une petite question s'il vous plaît. Merci pour cette intervention jusque-là. En fait, dans mon cas très personnel, mon petit garçon a 3 ans, première année maternelle, et en fait, moi je suis d'origine anglaise. En fait, mon père est anglais, donc ma langue maternelle c'est l'anglais, mais j'ai appris le français en fait en allant à l'école en France. Et moi je parle exclusivement anglais à mon fils. Ma femme est française, donc il parle français. Et donc à l'école, tous les jours, il est avec une éducatrice francophone et une anglophone. Et en fait, il comprend 100% des deux langues, et ça c'est indéniable, parce que parfois je peux lui dire quelque chose, il va traverser l'appartement et traduire ce que je viens de dire à sa maman. Mais pour l'instant, il ne parle que 5% en anglais, et il me répond toujours en français. Et en fait, je voulais vous demander un petit peu votre avis. Est-ce qu'à votre avis, c'est aussi parce que, à part moi, il n'est pas vraiment immergé dans la langue anglaise, bien qu'une partie de ma famille, bien sûr, lui parle anglais, qu'on fait quelques activités extrascolaires en anglais, mais il continue de me parler en français.
Je vous remercie beaucoup. Mais du coup, votre langue dominante à vous, c'est le français ou l'anglais? À la maison, c'est le français quand même. Mais c'est vrai que par contre, je suis anglais net, enfin, d'origine, donc c'est ma langue maternelle. Je ne me force pas quand je parle anglais. Et je pense que typiquement, l'enfant, il est face à une situation où il vous voit parler français peut-être avec... Oui, tout à fait, Oui. bien sûr. Et donc il sait que vous parlez français. C'est-à-dire, contrairement par exemple aux éducatrices à l'école où les enfants ne les entendront jamais parler français, là il sait que vous pouvez parler cette langue. Et donc c'est une facilité pour lui, au fait. Parce que probablement que pour l'instant le français reste sa langue dominante. Mais ça n'est pas dit que quand il va devenir plus grand, que l'anglais va aussi devenir une langue de production. C'est-à-dire à 3 ans, les enfants, ils perçoivent, ils comprennent quasiment les deux langues. C'est-à-dire que là, actuellement, je pense que l'anglais, en termes de perception, il est aussi natif que vous. La production, ça va mettre plus de place. C'est-à-dire que ça va... Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir aussi quelque chose d'affectif. Et de voir finalement vous maîtriser les deux langues, il se dit à quoi bon me forcer à parler cette langue, mais ça viendra. Parce que c'est vrai que de toute façon, moi je lui parle vraiment exclusivement en anglais, mais il peut m'arriver, par exemple, quand on est dans un entourage très français, c'est-à-dire par exemple dans un magasin ou quoi, en fait je vais lui parler français si quelqu'un lui pose une question, parce que je ne veux pas rester en anglais devant d'autres gens qui ne mais le parlent tenez pas bon. Mais Tenez bon. Tenez bon. On sent le regret. Mais vraiment tenez bon, parce que il a encore du chemin à faire. À 3 ans, il a encore... On dit par exemple qu'à 6 ans, un enfant, il a en perception presque 100 000 mots, alors qu'en production, il est à 6 000 mots. Donc ça veut dire qu'il a encore du chemin à faire. Donc il y a vraiment un décalage entre le nombre de mots que l'enfant maîtrise et le nombre de mots que l'enfant peut produire en fait. Ouais. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Si je peux me permettre, le parler, alors on a dit que c'était pas naturel, mais l'acquisition du langage, des langues maternelles des enfants, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et donc parfois on se dit, est-ce que mon enfant a un retard, est-ce qu'il a des troubles du langage, mais en réalité, alors ce qu'on fait, que ce soit par exemple les orthophonistes, quand ils testent un enfant, on teste toujours les enfants par rapport à une norme, mais c'est pas parce que le cousin parle déjà et qu'ils ont le même âge que mon enfant ne va pas parler. C'est-à-dire que c'est aussi l'enfant, il y va à son rythme, il y va en fonction de son cerveau, de ses difficultés, de ses... Peut-être qu'aussi il développe d'autres aspects de son... Je sais pas, de son cerveau, et on sait qu'il y a des enfants qui vont développer plus le langage, d'autres plus la motricité, et que du coup les choses sont pas forcément alignées, qu'il y a des étapes comme ça, voilà, qui sont peut-être pas effectivement en même temps. C'est ça, mais au final de la course, ils arrivent là avec le bon inventaire, ils arrivent avec les règles de la langue, l'intonation. Ils sont trop forts les enfants, hein. Bon, voilà. Donc sinon, on a fait une présentation très très complète, Ion. Oui, j'ai pas pu parler de tout ce que je voulais. Ion, elle a fait une présentation écrite avec des slides vraiment très très techniques, puisqu'on a eu vraiment de la chance de la recevoir ce soir, puisque c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Mais cette présentation écrite, on va la mettre en ligne sur notre site et on va vous l'envoyer. Donc pour ceux qui ont envie de creuser un peu le sujet, voilà, vous aurez de la lecture, et de la lecture assez technique, puisque comme Ion l'a dit, c'est d'abord une approche scientifique, hein, donc il y a vraiment de la matière
matière à exposer, à explorer sur ce sujet. Et je la remercie vraiment chaleureusement d'être venue ce soir. Et puis je répète que Yun est également intervenante dans des ateliers de philosophie avec les enfants qui sont vraiment extraordinaires et très intéressants. Voilà. Je vous présente Socrate. Voilà, c'est Socrate du coup qui intervient avec les enfants, la philosophie dès la maternelle. Vraiment une grande chance, et les enfants déjà très petits sont de grands philosophes. Voilà, et ça sera peut-être l'occasion d'une autre conférence. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Il y aura une prochaine conférence qui sera programmée au mois de mars, qui sera animée par Anouk Cézili sur les messages contraignants. Voilà, on vous enverra la communication pour cette conférence très prochainement. Merci beaucoup. Merci.